À vous. Merci Madame la Présidente, merci Jean-Claude. À l'orée du XXIe siècle, la perspective pour les Balkans semblait s'ouvrir en grand, puisqu'ils sortaient de la guerre, chacun de ces pays. Et le sommet de Thessalonique en 2003 officialisait cette vocation européenne pour chacun des 6 pays, avec la conviction que le chemin serait long et difficile, mais qu'au terme d'une décennie à couvrir, chacun des pays des Balkans occidentaux serait un jour membre de l'Union européenne. En réalité, 10 ans, même 15 ans après cette décennie, en dépit de progrès croissants accomplis par les Balkans et chacun des pays qui les composent, l'on peut caractériser ces 10 ans écoulés comme une décennie perdue. Au nom de la paix retrouvée, l'Union européenne s'est parfois contentée d'une adhésion de type discursif des dirigeants balkaniques au processus européen sans vraiment chercher à savoir si elle s'accompagnait d'une réelle évolution des pratiques du pouvoir et d'une progression de l'état de droit. Des pas importants ont été faits dans le cadre des processus de rapprochement entre l'Union européenne et chacun des 6 pays des Balkans occidentaux, afin d'intégrer l'acquis communautaire sur les plans matériels, institutionnels et normatifs, malgré les difficultés politiques et économiques soulignées par Jean-Claude. Le processus d'adhésion lui-même a été enrichi. Il s'est doté d'instruments juridiques et opérationnels robustes, ainsi que de moyens conséquents, même si ces moyens n'atteignent pas le niveau des financements autrefois accordés aux pays d'Europe centrale et orientale dans leur chemin vers l'Union européenne à la fin du siècle passé. Néanmoins, ce processus d'adhésion à l'Union européenne des pays des Balkans occidentaux rencontre des limites. Des limites qui tiennent à des caractéristiques propres à chacun de ces 6 pays et aussi à la région dans son ensemble, mais également à l'incapacité de l'Union européenne d'exercer pleinement son rôle de catalyseur des changements auxquels pourtant aspire une très grande partie de la population des Balkans. Le processus d'élargissement des Balkans aux Balkans est certes progressivement devenu le prisme structurant des politiques gouvernementales de chacun des 6 pays, mais cette situation ne doit pas être considérée comme définitivement acquise, et je vais essayer de le dire. L'intégration européenne, d'abord, n'est pas l'œuvre dans les Balkans de démocrates libéraux pro-européens au sens où nous pourrions les connaître chez nous à travers le centre-gauche ou le centre-droit, le PSE, le PPE. Elle est, cette intégration européenne, le fait de nationalistes assagis et devenus euro-compatibles, davantage que euro-militants. Les héritiers politiques de Franjo Tudjman en Croatie ont été finalement les premiers à ouvrir cette voie, et tous les autres ont ensuite suivi. Cela s'explique notamment par le fort soutien populaire que l'on constate dans chacun des pays des Balkans occidentaux au bénéfice de l'intégration européenne. Et la reconduction récente du Premier ministre serbe Aleksandar Vučić en est d'ailleurs le meilleur exemple. Il faut que nous soyons attentifs à la montée de l'euroscepticisme dans la population, et en particulier au sein de la jeunesse, qui s'impatiente de ne voir aucune amélioration, aucun changement dans son quotidien. Et dans un contexte où les conditions socio-économiques ne cessent de se dégrader, où d'autres modèles russes ou turcs s'imposent et concurrencent, le positionnement politique des dirigeants des Balkans occidentaux peut toujours basculer. Nous avons pu en sentir une forme de prémisse lors du déplacement qu'avec Jean-Claude nous avons effectué en Bosnie-Herzégovine il y a 2 semaines. Dès lors, la question posée par notre rapport est la suivante. Comment arrimer cette région stratégique à une Union européenne elle-même frappée par une crise sans précédent? La stratégie des petits pas de l'Union européenne, qui a fait le choix de se concentrer sur le renforcement de l'état de droit, est-elle pertinente? Quel est le bilan de la décennie? Une situation socio-économique dégradée et des risques de résurgence des nationalismes. Voilà ce que l'on peut dire. En 1999 avait été lancé à Sarajevo le pacte de stabilité en lien avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, dont l'objectif principal était d'accompagner la transition des économies balkaniques. Contrairement aux pays d'Europe centrale et orientale, dont le rattrapage économique avait été fulgurant dans la perspective de leur intégration à l'Union européenne, après une courte décennie de rattrapage, de 2000 à 2008 environ, les économies balkaniques ont été touchées de plein fouet par la crise financière et peinent depuis à sortir de la récession.
tous les pays de la zone, tous les pays de la région ont des balances commerciales déficitaires de 20% en moyenne. Et leurs exportations représentent moins de la moitié du produit intérieur brut. La concentration des investissements dans des secteurs non productifs, en particulier bancaires, a eu pour effet d'accélérer la désindustrialisation. S'y ajoute le chômage endémique de 50% en moyenne pour les jeunes de 16 à 25 ans, avec un chiffre qui peut atteindre près de 70% dans certains pays. La faiblesse du taux d'emploi, qui est inférieur à 50%, et une économie souterraine surdimensionnée pesant entre un quart et un tiers du produit intérieur brut. Face à la dégradation des conditions de vie, la colère de la population s'amplifie, existe, se communique. Nous l'avons entendu lors de notre mission. Et cette colère trouve trois principaux canaux d'expression. Le premier symptôme du mal-être, c'est le nombre et l'intensité des mouvements sociaux que l'on relève au cours des années passées et qui ont touché la quasi-totalité des pays des Balkans depuis 2010 environ, au point que certains commentateurs ont pu même prédire un printemps des Balkans qui en réalité n'est jamais advenu, faute de traduction politique des mouvements populaires. Le second symptôme, très préoccupant, encore davantage d'ailleurs, c'est l'exode massif de la jeunesse en dehors de la région des Balkans occidentaux dont parlait un peu plus tôt Jean-Claude. D'ici quelques décennies, des pays comme la Bosnie-Herzégovine, par exemple, pourraient perdre la moitié de leurs forces vives, qui sont pourtant l'avenir de ce pays et les premiers partisans du projet d'intégration à l'Europe. Et comme le résumait un interlocuteur de notre mission sur place, il ne restera bientôt plus dans les Balkans que des personnes âgées et des nationalistes, ce qui réduit lourdement l'hypothèse de conflits armés, certes, mais fragilise beaucoup l'orientation européenne des pays et leur développement économique. Et c'est là le dernier mode d'expression d'une fatigue vis-à-vis du processus européen, le maintien des Balkans dans une situation de sous-développement économique est propice par nature à la résurgence des nationalismes. En l'absence d'amélioration économique de la situation tangible pour chaque citoyen de ces pays, les thèmes nationalistes demeurent les plus mobilisateurs au plan électoral. Il faut donc accorder la plus grande attention à l'évolution future des nouveaux régimes arrivés au pouvoir depuis 2010, qualifiés par de nombreux observateurs d'autoritaires pro-européens. Et l'absence de réaction européenne des institutions européennes à l'envoi par Belgrade vers Pristina il y a peu d'un train couvert de slogans nationalistes ne faisant aucun doute, ou bien l'organisation en République serbe de Bosnie d'un référendum de pré-quasi-autodétermination est à ce titre un très mauvais signal adressé à nos partenaires des Balkans. C'est dans ce contexte que la Commission européenne a fait le choix de faire de la progression de l'état de droit la pierre angulaire de l'intégration à l'Union européenne, avec des résultats que nous avons choisi de qualifier de résultats en demi-teinte. La lecture des rapports annuel de suivi de la Commission européenne permet de constater la très grande hétérogénéité de la situation des 6 États. Certains rapports distinguent les bons élèves, en particulier l'Albanie, ceux aussi qui, comme la Serbie, sont plus proches de l'intégration mais ont encore bien du chemin à parcourir, ou bien encore des pays comme la Bosnie-Herzégovine, dont la paralysie institutionnelle demeure un obstacle majeur, rédhibitoire même, à l'intégration européenne. Cette approche au mérite garantit les mêmes conditions pour tous au départ, mais ne présage en rien de la date d'arrivée. Les travaux de notre mission ont mis en exergue plusieurs difficultés dans ce processus. La première de ces difficultés procède d'obstacles intrinsèques aux Balkans, avec 2 États en situation de grande fragilité juridique. La Bosnie-Herzégovine, tout d'abord, et l'horizon qui semble pour elle indépassable des accords de Dayton, dont je rappelle que l'annexe 4 constitue la constitution à ce jour du pays. Les accords de Dayton avaient été pensés pour être provisoires, mais ils enferment en réalité le pays dans des clivages qui sont hérités de la guerre. Ils font peser des menaces récurrentes de sécession sur la Bosnie-Herzégovine, menaces serbes ou croates. Ces accords maintiennent le nationalisme et partant de là, malheureusement, aussi le clientélisme qui vont main dans la main.
Et comme l'a souligné un interlocuteur de notre mission à Sarajevo, avant même d'adhérer à l'Union européenne, les Bosniens gagneraient d'abord à adhérer à leur propre pays. Il y a aussi l'épineuse question du Kosovo, que seuls 23 des 28 États membres de l'Union européenne ont reconnu à ce jour. Le fait que l'accord d'association ait été conclu par la Commission européenne et non pas dans le cadre d'un accord ratifié par les États membres constitue un obstacle à une politique européenne homogène à l'égard du Kosovo. La ligne est cependant difficile à trouver, et il faut le reconnaître. Il nous faut à la fois être cohérents avec nous-mêmes, puisque la France a fait le choix de reconnaître le Kosovo, sans pour autant faire de cette question de la reconnaissance le point unique des négociations avec la Serbie, au risque d'aliéner l'intégralité du dialogue politique. Puis les difficultés sont en second lieu de nature structurelle du côté et de l'Union européenne et des États balkaniques. La nouvelle approche développée par la Commission européenne est bienvenue, au sens où elle place l'état de droit et les libertés au centre de l'examen des réformes pour prévenir les difficultés rencontrées lors des précédents élargissements de l'Union. Mais néanmoins, en la matière, le bilan est en demi-teinte. Les réformes, en effet, se limitent trop souvent à la mise en place d'instruments juridiques et peinent à modifier concrètement, dans la réalité des faits, des modes de fonctionnement et des pratiques redoutablement enracinées. Le fossé est grand, et nous l'avons constaté, entre la production législative conforme aux standards et aux attentes européennes et la mise en œuvre réelle de ces réformes. Il en est ainsi des réformes de la justice, les lois sur la nomination des juges ou l'indépendance de la justice abondent dans chacun des pays, mais tardent à être appliquées, où les moyens et compétences du système judiciaire ne permettent pas leur mise en œuvre effective. Citons aussi le cas de la liberté de la presse, qui est théoriquement garantie, en particulier par la Convention européenne des droits de l'homme, mais qui connaît une très grave régression dans la quasi-totalité des pays de la région. Citons également la corruption et les trafics, plus généralement le clientélisme qui se nourrissent de la récession économique, ou bien enfin le respect défaillant, malheureusement, d'un débat public libre. Ici, notre mission estime qu'il faut faire preuve d'une réelle fermeté avec nos partenaires balkaniques, sans tomber cependant dans une posture qui soit moralisatrice. Car le processus vers l'adhésion et les réformes structurelles qui l'accompagnent sont aussi importantes que l'objectif final est l'adhésion en elle-même, ce qui implique que les États se l'approprient. Mais appropriation ne veut pas dire régime d'exception. Et les pays des Balkans, s'ils veulent entrer dans l'Union européenne, vont devoir accepter ce changement de paradigme politique. Car l'Union européenne, c'est une communauté de devoirs et de droits. Nous n'avons eu de cesse, Jean-Claude et moi-même, de le répéter dans l'ensemble des entretiens que nous avons pu avoir sur place. Il en va de la crédibilité de la nouvelle approche développée par la Commission européenne, censée précisément permettre l'établissement d'états de droit qui soient apaisés et fonctionnels. Enfin, l'Union européenne, embourbée dans les crises que nous connaissons, n'a plus la même capacité et je dirais plus la même volonté non plus d'assumer un processus politique. Et il en résulte une inquiétante renationalisation de la politique européenne à l'égard des Balkans. Il est frappant, par exemple, que ce soit une initiative germano-britannique qui, en 2014, ait proposé, sans y associer la France au demeurant, une relance du dialogue de la Bosnie-Herzégovine avec Bruxelles. Et le refus du Conseil de suivre l'avis de la Commission sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine illustre également combien les intérêts nationaux, en l'occurrence grecs et bulgares, pèsent sur la poursuite et sur la crédibilité du processus d'élargissement. Enfin, le veto croate sur l'ouverture du chapitre de négociation 26 avec la Serbie illustre lui aussi les risques d'instrumentalisation du processus d'élargissement pour le règlement de différends bilatéraux. Que peut faire la France dans ce contexte ? La présence française s'est matérialisée au cours des années 1990-2000 par une participation intense et reconnue au sein des missions internationales. Je cite par exemple notre engagement dans la Force-Pronu en Bosnie-Herzégovine qui a coûté la vie à 84 soldats français. Jean-Claude et moi avons d'ailleurs veillé pendant notre présence en Bosnie à déposer une gerbe à la mémoire de ces soldats devant le monument qui se trouve juste en face de l'ambassade de France. Je
pense aussi aux contingents de militaires au titre de l'opération Euphor Althea, au rôle actif dans la mission de police de l'Union européenne. Au Kosovo, 3 Français sont à la tête de la KFOR, 2 à celle de l'Ex. En Macédoine, participation active au règlement de la crise de 2001, et notamment dans la négociation de l'accord cadre d'Ohrid, et surtout conduite de la réforme constitutionnelle par notre ancien collègue parlementaire, sénateur Robert Badinter. Mais avec son retrait militaire, intervenu début des années 2000, par la suite, la France n'a pas développé son implantation diplomatique et économique, laissant le soin à l'Union européenne de conduire une politique d'intégration régionale et de rapprochement dont l'on vient de voir les limites. En 2013, le président de la République a été invité au sommet de Brdo-Brioni, signe du souhait des pays des Balkans occidentaux d'un retour de la France. La prise de conscience de la nécessité de reprendre pied dans les Balkans occidentaux, dans le contexte d'affaiblissement de l'Union européenne et d'enrayement du processus d'élargissement a alors eu lieu. Et nous le reconnaissons. Plusieurs signes ont été donnés. Le réinvestissement dans les enceintes internationales, la nomination d'un représentant spécial chargé de développer nos relations économiques dans la région, notre collègue sénateur Alain Richard, le mandat donné en décembre 2016 à l'AFD de lancer une prospection sur la pertinence de développer dans ces pays ces activités, la décision concomitante d'adhérer au cadre d'investissement pour les Balkans occidentaux avec un versement d'une somme d'1 million d'euros, l'inscription des Balkans occidentaux parmi les régions prioritaires pour l'Institut français. L'organisation, au début juillet 2016 à Paris, du sommet des Balkans est la manifestation la plus nette de ce retour politique. Il est important de souligner que ce sommet ne s'est pas réduit à des déclarations incantatoires, mais a permis d'avancer sur 2 volets importants. La dimension jeunesse, avec l'Office balkanique pour la jeunesse, qu'on appelle sous l'acronyme RICO, avec le rôle fondamental qu'a joué à cet égard l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et la dimension économique, avec les projets d'interconnexion, forums d'affaires, plus de 120 rendez-vous individuels avec les experts et les entreprises de la zone au bénéfice de 70 entreprises françaises. Peut-on y voir une véritable inflexion stratégique menée par la France? Notre réponse est non. Cette inflexion stratégique, si elle existe, reste encore lourdement insuffisante et il nous faut passer à la vitesse supérieure. S'il vous plaît, mes chers collègues, ça fait beaucoup de remue-ménage par rapport à notre rapporteur et je vous demande de cesser. Merci. La présence française demeure aujourd'hui dans les Balkans sous-dimensionnée et manque singulièrement de cohérence globale. En termes d'implantation, le dimensionnement des postes diplomatiques français est réduit. Notre ambassade au Monténégro est devenue un poste de présence diplomatique à format très allégé, alors même que le Monténégro joue un rôle pivot dans la région et que 40 000 Français, pour citer ce chiffre, y transitent chaque année. Les dotations du réseau culturel totalisant sur les 6 pays guère plus de 3 millions d'euros, sachant que les capacités d'autofinancement, à l'évidence, n'y sont pas importantes. L'absence d'outils publics de diplomatie économique. Business France n'a aucun bureau dans la région et le service économique régional se trouve basé à Sofia, en Bulgarie, sont autant d'exemples de présence que nous avons souhaité caractériser d'insuffisante. Pour parvenir à avoir une présence marquée et une action cohérente et efficace sous contrainte budgétaire, nous le reconnaissons, il faut changer cela et jouer avec toute la palette des leviers, tirer parti de la mutualisation des moyens et cibler précisément des domaines d'intervention prioritaires. Sur les moyens, il est nécessaire de consolider l'articulation entre approche régionale et coopération bilatérale. En termes d'organisation, d'abord, nos ambassades travaillent très bien en réseau à l'échelle de la région et particulièrement dans l'action d'accompagnement à l'établissement d'état de droit. Elles peuvent s'appuyer en matière culturelle sur le réseau européen ENIC, réseau d'instituts culturels nationaux, dont en pratique les instituts français pilotent les projets dans les 5 pays où ils sont implantés. Notre service économique basé à Sofia s'organise également par contractualisation avec les chambres de commerce sous la houlette du représentant spécial Alain Richard.
Certaines structures implantées dans la région pourraient servir d'appui à des coopérations. Par exemple, la France dispose d'une conseillère chargée de la lutte contre la traite des êtres humains à la représentation permanente de notre pays auprès des Nations Unies à Vienne, d'une ambassadrice en charge des menaces criminelles transnationales basée à Paris. Nous avons aussi un pôle régional de lutte contre la criminalité dans les Balkans basé à Belgrade. Ce pôle peut venir en appui des structures régionales et des mécanismes de coordination des ministères de l'Intérieur et de la Justice. La France, de manière générale, doit mieux investir les enceintes régionales. Elle est aujourd'hui membre observateur du SELEC, qui est le South East European Law Enforcement Center. Elle gagnerait à en devenir un partenaire opérationnel, comme par exemple l'Italie. Sur le plan des financements, les enveloppes multilatérales sont conséquentes. Il y a les crédits de l'instrument de préadhésion, IPA, 1,5 milliard d'euros à travers la Banque européenne de reconstruction et de développement, les fonds du FMI et de la Banque mondiale. La France accuse un retard certain par rapport à des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, tant dans la présence de nos ressortissants dans chacune de ces enceintes importantes que aussi dans la captation des fonds. S'agissant du contenu de la coopération, qui manque à ce jour de substance, deux axes complémentaires sont à poursuivre à nos yeux. Le premier, c'est le renforcement de l'état de droit, de l'efficacité opérationnelle des structures administratives ou judiciaires pour lesquelles la France dispose de capacités d'expertise reconnues. Le second, c'est le développement d'actions bilatérales dans le domaine de la diplomatie d'influence en utilisant tous les canaux avec le souci de répondre prioritairement aux besoins des sociétés des Balkans, développement économique, action en direction de la jeunesse et soutien aux sociétés civiles. 6 cadres nous apparaissent pertinents. Le premier, c'est l'assistance technique, particulièrement le développement des jumelages et l'envoi d'experts techniques avec 2 axes. Une approche de diplomatie économique par le soutien aux exécutifs, à l'image de la coopération en matière de développement rural avec la Serbie. Le second, c'est une coopération en direction des professionnels du droit, qu'il s'agisse des magistrats, des avocats, des procureurs, dans le domaine pénal, administratif ou commercial. La France dispose d'une expérience au sein notamment du Conseil supérieur de la magistrature, de l'autorité de la concurrence, des barreaux, du Conseil supérieur du notariat, qui pourrait utilement être mise à profit. Second cadre important, c'est la mobilisation des collectivités territoriales pour développer la coopération décentralisée sur le modèle de celle qui existe déjà entre la Macédoine et la Normandie ou l'Europe du Sud-Est et la région Rhône-Alpes-Auvergne. Les collectivités des Balkans tireraient profit de l'expertise des exécutifs locaux français, que ce soit pour le développement du tourisme, de la protection du patrimoine ou de la gestion de l'eau. Troisième cadre, la coopération en matière de sécurité et de défense. Outre le SELEC dont j'ai parlé, les coopérations bilatérales mériteraient d'être renforcées en matière de police, de douane, de justice. Les initiatives en la matière fonctionnent. Les pays sont demandeurs. Les accords conclus en septembre et octobre 2016 avec la Serbie le montrent, notamment sur le renseignement criminel. Nous avons la coopération sécuritaire avec le Kosovo, sur la formation contre le terrorisme et la cybercriminalité. Nous avons des coopérations sectorielles conduites par notre attaché de sécurité intérieure en Macédoine, notamment dans la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et l'immigration clandestine. Quatrième cadre, une mobilisation des acteurs économiques à conforter après le Forum France-Balkans de juillet 2016. Les échanges et les investissements français dans la région sont très en dessous de leur potentiel, quand bien même l'environnement est déjà très concurrentiel. Il convient donc d'avoir une approche qui soit coordonnée, en accordant la priorité notamment aux filières de la ville durable, du tourisme et de l'agroalimentaire. Cinquième cadre, répondre aux aspirations de la jeunesse en contribuant à sa formation. La place de la langue française dans les Balkans est en recul et nos coopérations universitaires restent très limitées. Une nouvelle impulsion doit être donnée en mettant l'accent sur l'excellence éducative, au travers notamment de la reconnaissance des filières bilingues qui existent parfois depuis des décennies dans ces pays, et en les distinguant par l'octroi du label France Éducation. Enfin, sixième et dernier cadre, soutenir les sociétés civiles, notamment dans 3 directions.
le travail de réconciliation et de mémoire qui est bien loin d'être terminé dans la région, l'ouverture culturelle et le soutien à la professionnalisation du secteur des médias. Ce sont des domaines dans lesquels la France possède des compétences reconnues et qui sont essentielles pour l'accompagnement politique de ces pays. C'est la raison pour laquelle l'Office balkanique pour la jeunesse, RICO, a aujourd'hui tant d'importance. La confiance n'est pas encore établie, et notamment avec les ONG qui travaillent avec RICO, et la désignation d'un secrétaire général serbe à ce jour est refusée par les Kosovars, l'installation de RICO se faisant en Albanie. Il faut une action diplomatique forte, affirmée, pour permettre à cet office, avec le soutien actif, je me répète, de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, permettre à cet office de devenir le ferment d'une nouvelle histoire pour les Balkans. Voilà, Madame la Présidente, les conclusions et les propositions résumées de notre rapport. Je tiens à saluer Jean-Claude Mignon, collègue et ami avec qui j'ai pris un immense plaisir à accomplir cette mission. En ce jour de fin de notre législature, je retire de ce travail dans les Balkans et puis aussi de sessions partagées à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe avec Jean-Claude, qu'il est possible, dans le respect de nos différences politiques et partisanes, de nous rassembler pour le meilleur autour de causes partagées, communes. Et nous avions à l'évidence, Jean-Claude et moi, la même passion pour les Balkans occidentaux, ce coin d'Europe où se mêlent la générosité, la volonté et les drames également les plus terribles de l'histoire. Je veux remercier aussi du fond du cœur Tiffaine Cosnier et Clémentine Simon pour leur engagement à nos côtés. Nous avons travaillé dans un temps contraint, 3 à 4 mois. Je les remercie toutes les deux pour leur professionnalisme, pour leur gentillesse, pour leur qualité humaine et puis aussi leur solide sens de l'humour, sans lequel il aurait été sans doute difficile de supporter le tandem qu'avec Jean-Claude nous avons formé. Merci. Merci.